Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Parole de druide. Je suis Christophe Rousseau et toujours très heureux d'accueillir ma druidesse préférée, Joël. Bonjour Joël. Coucou Christophe, coucou tout le monde. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va super, puis toi? Ouais, ouais, nickel. Nickel, surtout qu'on va parler d'un sujet qui me passionne aujourd'hui. On va Mmh. parler des mégalithes. Oui et je Et, ah tiens, on en a quelqu'un qui vient et direct dire bonjour. bonjour le chat. Elle a dit: «Moi aussi, je veux parler du Moi aussi, je veux mégalithe». parler des mégalithes. Et les mégalithes, c'est un sujet passionnant parce Mmh. qu'il y a plein de questions et on n'a pas toutes les réponses. Ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses et moi j'adore ça, les mystères autour des sites mégalithiques et du coup, est-ce qu'il y a une civilisation ou des civilisations mégalithiques? Voilà, on va discuter un peu de tout ça et Mmh. puis, on va parler un peu de la relation avec les druides parce qu'il y en a forcément une. Il est possible qu'on fasse 2 épisodes, c'est même fort probable. Donc ce sera la première partie d'un épisode double autour des mégalithes. Oui, Alors, probablement, hein, parce que ça c'est un sujet quand même vaste et qui demande à être, un peu étudié, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. alors peut-être pour, commencer pour nos, spectateurs ou auditeurs, auditrices, qui ne savent pas, on va parler, on va commencer par le début. Mégalithe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut mégalithe? dire grosse pierre en gros. De Alors très gros caillou, grosses pierres. Mégalithes, très grosses pierres. méga et du coup, pourquoi et on parle de civilisation ou de peuple mégalithique, qu'est-ce Mmh. que ça représente quoi dans l'échelle de temps et dans l'histoire, humaine finalement? Ben, bah, peut-être déjà avant qu'on s'étende trop sur le sujet, je tiens juste à préciser que ce sujet est un sujet, à source de diverses, tergiversations et il y a voilà, c'est Polémique même. polémique. Donc ce qu'on va partager là, c'est ma connaissance actuelle des mégalithes qui s'enrichit, à chaque fois que je vais sur des sites mégalithiques et que je me mets en connexion avec eux. Si je vous refais cette, enfin peut-être que dans quelques années, si on est toujours en train de partager ces beaux moments ensemble Christophe, on refera un podcast sur les mégalithes. Il y aura sûrement encore plein d'autres choses à compléter. Donc là, c'est vraiment, ma connaissance actuelle sur les mégalithes. Et aussi, ben voilà, vu qu'on parle de pierre et que la pierre n'est pas datable au carbone 14 et donc on peut pas savoir des vraiment les dates, ouais, enfin, dans quelle échelle de temps on s'adresse à ces lieux. Bien sûr, il y a plein, plein, plein de théories différentes. Là, je Mmh. vous apporte un éclairage. Christophe aussi, toi, tu vas amener un éclairage qui est le nôtre, et qui veut pas dire que, bien sûr, c'est la réalité. C'est notre compréhension de ce phénomène actuellement. Je tiens à le préciser au début, comme ça, vous le savez, vous êtes prêts? Voilà, c'était Comme le ça, je gros peux me lâcher. disclaimer. Voilà, je peux me Voilà lâcher, je peux vous dire ce que j'en pense, et puis en vous aurez le sachant que droit de me peut-être taper voilà, dessus, c'est pas grave. voilà, peut-être ça va pas vous plaire, peut-être que ça va vous parler. Comme ça, je peux vous dire vraiment ce que j'en pense au fond de moi-même. Parce que des fois, je Bon ça tempère un peu oui, pour mais ne c'est un peu l'idée pour là, ne on est pas là tout dire. Voilà, là on est là pour dire voilà, ce qu'on sait, ce qu'on pense, ce exactement. qu'on pressent, Ex heu
Et puis, oui, et puis c'est un sujet à polémique et puis, bah, on y reviendra, mais en effet, il y a eu pas mal d'études, de reportages, tous les uns les uns discutés que les autres parce qu'il y a les études scientifiques, puis après les interprétations qu'on en fait, donc Ben c'est ça et puis je suis pas toujours d'accord avec ce qu'en disent les archéologues, même s'il y a des choses sur lesquelles on se retrouve, mais eux, en fait, ils vont pas faire d'interprétation. Ils vont que observer et constater, mais ils vont jamais interpréter, c'est pas leur job et moi, mon job, il est plutôt dans l'interprétation vu que j'écoute ce que exprime la pierre dans mes sens subtils. Donc du coup, je vais être dans, plus de l'interprétation donc ben, j'espère que ce travail puisse compléter celui des archéologues et leur donner des pistes. Comme moi, je me sers de leur travail pour trouver plein de pistes. Si on peut créer des ponts, c'est chouette. Voilà. voilà, donc un peu d'ouverture. Exactement, s'il vous plaît. C'est un sujet sensible, les mégalithes. Exactement. Donc, Donc les peuples mégalithiques. ouais, Que peut-on dire des peuples mégalithiques? Est-ce qu'il y avait un peuple mégalithique ou plusieurs? Et puis, heu, la période temporelle, c'est à peu près quoi par rapport à notre histoire? Par mes chats rapport qui se battent. il y a des non, Décidément aujourd'hui, hein. alors il y a un truc, hein. Donc oui, les peuples mégalithiques, en fait, ben, je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais les ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des zones mégalithiques dans le monde. Il y a des zones mégalithiques, par exemple, bah, en Europe, mais pas dans toute l'Europe. Typiquement, il y en a très peu en Islande. Il y a les zones mégalithiques en Amérique du Sud, Ouais, quasiment rien en Amérique du Nord. Il y a bien sûr l'île de Pâques qui est en zone mégalithique, l'Inde, une partie de l'Asie, l'Asie, ouais. et puis, ben, voilà, Et dire l'Europe encore centrale, le oui, voilà exactement, la zone de la Turquie et tout ça dont on voulait aussi, parler. ouais. Et puis dans les échelles de temps, c'est difficile à dire, hein. Il y a même un site en Afrique du Sud où ils prétendent qu'il aurait 100 000 ans, qu'il aurait été daté de 100 000 ans. Donc, il aurait été le plus vieux site mégalithique du monde. Alors, est-ce que c'est un coup de pub pour ce lieu en Afrique du Sud ou est-ce réel? De nouveau, je rappelle que, les pierres ne sont pas datables et donc la seule chose qu'on peut dater, c'est ce qu'on va trouver autour et on espère généralement trouver des ossements ou des restes, de plantes ou des objets qui permettent d'être datés parce qu'il faut qu'il y ait du carbone dans l'objet, en fait et voilà. Donc la pierre, c'est pas datable. Bon ça, c'est important de le dire, hein, parce que souvent, ça prête à confusion. Parce qu'on Mmh dit mh. on a daté des sites, on date pas les pierres, c'est juste, hein, on On date date que pas les les pierres. résidus Oui. et il faut être sûr que le résidu qu'on va dater, enfin le résidu, le déchet organique, Mmh mh. faut qu'il y ait du carbone, il faut qu'il soit suffisamment, dans la pierre pour qu'on soit sûr qu'il est de la même époque. Parce que finalement, ça peut être dessus, dessous, à côté, enfin voilà, c'est Voilà. Si on trouve un bout de doigt de celui qui a assemblé le mur, entre 2 pièces, on peut se dire que ça date de la construction, mais si on trouve des ossements, dans un tumulus, par exemple, dans une tombe ou dans un cairn, qui est des chambres à couloirs avec des petites loges sur le côté qui sont des mégalithes et on peut voir qu'en fait, on trouve des ossements sur une échelle de 2000 ans d'utilisation parce que c'est des fois des sites qui ont été utilisés pendant 2000 ans. Alors, comment est-ce qu'on sait que par exemple, les ossements qu'on va trouver, vont être issus de la première utilisation de ce site? Ou alors est-ce que plus tard ils se sont dit: «Ah tiens, ça ferait une jolie tombe», genre, ils ont utilisé le site pendant 2000 ans pour des rites qui ont rien à voir avec le funéraire et puis 2000 ans plus tard, ils se disent: «Ah tiens, ça ferait une jolie tombe, ça rappelle le vent de la terre-mère et si on mettait nos défunts dedans?» Et donc du coup, nous, on associe ça à un site funéraire parce qu'on a trouvé des ossements dedans, mais est-ce la première utilisation du site? Ça aussi, on ne sait pas. Donc c'est un peu, voilà, c'est un grand point d'interrogation et c'est ça qui est complètement fascinant et intéressant avec les mégalithes. bon, ce qu'on sait quand même, c'est que les mégalithes, là, l'époque des mégalithes, donc ça va enfin, ça Moins arrive au 12 000. néolithique. Ouais, Ouais, voilà, c'est c'est vaste. néolithique, hein, Mmh. c'est assez vaste. En effet, les -100 000, bon, la civilisation humaine, on dit elle commence à -15, -20 000, donc on Ouais, j'avais puis là fait une échelle pour te donner une idée.
Voilà, la grotte de Lascaux, c'est -17 000, entre -17 000 et -15 000 avant Jésus-Christ. Voilà, La grotte de Lascaux, voilà. Pour la Suisse, -12 000, c'est la fin de la glaciation en Suisse, donc apparition des premières traces des retours des humains. Pour la Suisse, la France, ce sera plus ou moins identique, c'est une histoire de climat, tout simplement, hein. c'est ça. Ensuite, -11 000, -10 000, on est au début de l'agriculture et de la domestication dans le croissant fertile. Et ensuite, là, il y a eu un grand cataclysme en 10 800. Et ce grand cataclysme, qu'ils appellent ça le Dryas récent, c'est un Mmh. cataclysme qui a éteint une grande partie de la mégafaune. Donc c'est apparemment là, on suspecte que seraient morts les mammouths, les tigres à dents de sabre, tout ce qui est mastodonte, et cetera. Donc on voit qu'il y a eu un grand cataclysme qui a tué, ou en tout cas éteint, une grande partie, de la civili enfin de ce qui était vivant et grand, et les grandes les grandes choses, les petits ont survécu parce qu'ils avaient moins besoin de nourriture, mais les grands animaux, les grands herbivores qui ont besoin d'une grande masse de nourriture pour survivre, n'ont pas survécu à ce grand cataclysme. On pense que ça pouvait être, une, météorite, une grosse météorite, un objet céleste en tout cas, qui aurait atterri sur Terre. Et ça, en fait, dans les histoires, on associerait ça au déluge. Donc il Oui, y aurait eu un grand cataclysme à ce moment-là en -10 800, donc il y a 12 800 ans à peu près, qui aurait éteint une grande partie de la mégafaune, et on suspecte peut-être une partie d'une civilisation perdue, ce qu'on appelle les civilisations perdues. C'est le fameux mythe de l'Atlantide et de l'Hyperborée pour les Celtes. voilà. Donc voilà, ça c'est le peuple mégalithique premier qu'on imagine qui a été détruit suite à un grand cataclysme, ce qu'on appelle le Dryas récent. Et je pense que c'est tout à fait, probable. Ce cataclysme aurait duré 1 200 ans, donc c'est énorme. Il faut s'imaginer que c'est 1 200 ans avec, la surface de la Terre qui est recouverte de nuages, et en fait, plus rien ne pousse parce que les rayons du soleil ne passent plus. Et donc tout, redevient froid, regèle, et donc les populations, elles ont de la peine à survivre à ça. Mmh. Donc voilà, c'est une chute abrupte des températures, et voilà, et surtout, on peut imaginer qu'un objet céleste qui s'écrase sur Terre crée une énorme vague qui anéantit, les îles, voilà. Après, il y a aussi faut s'imaginer qu'il y a eu, pendant la dernière glaciation, il y avait beaucoup de glace sur les continents, et en fait, quand la glace, elle a fondu, elle a élevé le niveau des mers d'environ 100 mètres. Donc il faut aussi s'imaginer que toutes les petites îles, à cette époque-là qui étaient, typiquement, on pouvait rejoindre Rhodes à pied, et Malte, je crois aussi, on pouvait rejoindre Malte, c'est pas Rhodes, c'est Malte. On pouvait rejoindre Malte à pied, quasiment depuis la Sicile. Toutes ces petites îles qui étaient là au milieu, elles ont disparu, en fait. Mmh. Et donc c'est assez particulier de s'imaginer qu'il y a des gens qui vivaient sur ces îles qui, petit à petit ont voulu monter, 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 et donc il y a plein de civilisations qui ont disparu comme ça. Mais ça s'est fait petit à petit. Mais ce qu'on appelle le Dryas récent, c'est plutôt une catastrophe naturelle qui a tué, assez rapidement toute une partie de la population. Et OK. suite à ça, on entre dans l'observation de sites qu'on peut constater du coup, avec, un des plus vieux sites qu'on a pu dater, c'est le site de Göbekli Tepe en Turquie, que tu as déjà un petit peu étudié, il me semble, hein? Tu t'es Ouais, intéressé ouais, au site. je me suis intéressé, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur raconter sur ce site? Mais Il date mais de mais moins du 9600, hein? Voilà, c'est un des plus anciens sites, connus et reconnus, donc a Mmh été mh. déterré, hein, qui était pas sous mer, mais qui était sous terre. Mmh mh. On sait pas pourquoi il a été parce qu'on pense qu'il a été enterré quand même, hein, c'est pas juste, des la poussière qui s'est accumulée, il a vraiment été enterré ce site. On ne sait p on C'est un site extraordinaire parce qu'il a des grands blocs, mégalithiques en forme de T. Mmh mh. Et avec une sculpture parfaite et des gravures qui sont des gravures en relief, donc pas dans la matière, mais au-delà de la matière. C'est-à-dire qu'un serpent va être en relief, il va ressortir de la pierre. Donc vraiment, c'est une fabrication qui est très spéciale, qui est très inédite, à une époque où les peuples étaient pas sédentaires, hein, Mmh mh. donc on n'a absolument aucune idée de ce site, ce qu'il était. Parce qu'on n'a pas retrouvé,
de restes, on n'a pas retrouvé de nourriture, on retrouve pas de village autour. Enfin, vraiment, on ne comprend pas pourquoi ce site a été construit à cette époque, à cet endroit et on ne sait pas pourquoi. Mais on sait juste qu'il est orienté par rapport aux étoiles. On pense même qu'il a, dans les gravures, les certaines, constellations, une représentation de certaines constellations, ce qui reste encore évidemment à prouver. Ça, ce ne sont que des théories, donc c'est un site vraiment passionnant, parce qu'il plein de questions et toujours pas de réponse et plein de théories autour de ce site. Ouais et puis en plus, il est rond, hein, comme les sites anciens Ouais. et quand tu dis que c'est un peuple nomade, c'est parce qu'en fait, à l'époque, il y avait pas suffisamment de ressources à un seul endroit pour pouvoir, pourvoir aux besoins d'une population, sédentaire et donc du coup, ils avaient pour habitude, vu qu'on sort de la glaciation, donc faut s'imaginer qu'on est sur de la végétation basse, voilà, on n'est pas sur, comme maintenant on a l'habitude autour de nous, on voit des grands arbres. Pour que les grands arbres s'installent, il faut qu'il y ait une certaine quantité d'humus et quand les glaciers se retirent, on est sur de la roche et donc ça prend du temps avec des rhododendrons, enfin toutes ces plantes de type éricacées qui vont venir petit à petit, ensuite les bouleaux pour gentiment faire de l'humus, mais ça prend des centaines et des milliers d'années ça. Et puis petit à petit, quand il y a assez de matériaux organiques, de végétaux pour pouvoir nourrir des herbivores, les herbivores vont rester sur place parce qu'ils arrivent à passer l'année. Les herbivores restent en surplace, les carnivores restent sur place. Et donc à ce moment-là, les humains restent aussi sur place. Mais tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup d'années. C'est pour ça qu'avant, ils étaient nomades. C'est simplement pour des questions de nourriture, en fait. C'est très simple. Et ben voilà, en effet, là, à Göbekli Tepe, c'était une population nomade. Il n'y avait pas encore de ville ni d'installation. Bon, c'est venu assez rapidement après, hein. Il y a une ville, une des plus vieilles villes, elle est aussi dans cette zone-là, mais Ouais, elle une est ville beaucoup plus souterraine. récente. Ouais, mais elle est plus récente. Ouais, Et, OK. par rapport à l'enterrement, alors ça, je trouve ça intéressant que pourquoi ils enterraient les sites. Alors, aux Orcades, je suis allée, j'ai un peu suivi les fouilles archéologiques qu'il y a autour du Ring of Brodgar, qui est le cercle de Brodgar, c'est un cercle, un très grand cercle mégalithique, un des plus grands cercles mégalithiques d'Europe. Il fait 80 En mètres. Écosse, hein? Oui, voilà, aux Orcades, en Écosse. C'est des îles au nord de l'Écosse, donc faut aller tout au nord de l'Écosse et prendre le ferry 2 heures. On arrive aux Orcades, c'est une île magnifique. Moi, j'y suis allée 6 fois, je crois. Je suis fan de cet endroit. Je suis amoureuse de cette terre, complètement. Et donc, aux Orcades, j'ai un peu suivi les fouilles. J'y suis allée au fur et à mesure de mes voyages. J'étais continué de voir les fouilles sur place. Et en fait, eux aussi, ils expliquent que le site a été enterré. Et ils voient il a été enterré parce qu'en fait, il y a des trous dans les pierres dans lesquels ils mettaient les bois pour pouvoir tenir les édifices. Et en fait, ils voient que le bois a été enlevé, posé à côté, et dans le trou, ils ont mis des offrandes. Ils ont Mmh. déposé des coquillages, des petits cailloux, des fleurs, et donc ils ont posé des offrandes dans le trou dans lequel le bois allait à l'origine. Donc tout a été enfoui sous terre, mis de la terre par-dessus, et c'est ça qui a préservé le site des Vikings, parce que les Vikings étant quand même des pilleurs invétérés, on pourrait dire ça. Tous les sites Oh, qui c'est étaient magnifique. florents, ils ont été pillés. Et bon, il y a pas que les Vikings intéressés par, ce genre de magouilles, dira-t-on, des Ouais. trésors. Mais voilà, et tout a été pillé aux Orcades, par les Vikings, mais ce site-là n'a pas été pillé parce qu'en fait, il était enterré. Et c'est intéressant parce que dans le druidisme, on voue un respect aux maisons et aux édifices comme si c'étaient des êtres vivants. On en a un peu parlé en géobiologie, mais en fait, on a un respect énorme, ce qui fait que quand l'édifice, est, a terminé son œuvre, on va l'enterrer et on va lui faire une «sépulture» entre guillemets, comme on le ferait pour un être vivant. Donc c'est intéressant de se dire, en fait, on a fini une utilisation et on l'enterre, non pas pour le préserver ou pour le protéger, des pilleurs ou tout ça. C'est juste qu'il a fini son œuvre et on le redonne à la terre-mère en lui faisant des offrandes. Mmh. Oui, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ça sur plusieurs sites mégalithiques, en fait, et c'est vraiment en faisant des fouilles, ils se sont rendus compte qu'il était juste enterré, volontairement, et en Volontairement. effet, pas par le vent. Ouais, c'est fou, hein? Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que maintenant on a des technologies nouvelles qui permettent par des ondes et des ultrasons de enfin de voir des sites enterrés. Ça Mmh. évite de tout, de fouiller n'importe où.
parce qu'il y a plein de sites mégalithiques qu'on est en train de découvrir en ce moment, c'est assez fou, hein. En Amazonie, entre autres, Mmh. sous la forêt amazonienne, hein, on voit des espèces de grands cercles qui se révèlent et puis, je sais qu'à Karnak aussi, ils sont en train de faire un grand mapping avec leurs ultrasons pour découvrir d'autres pierres, parce qu'il y a d'autres menhirs, parce qu'il y en a plus de 3000, mais il y en a encore plein, plein d'autres qui sont enterrés. Mmh. Donc on a la technologie fait que maintenant aussi, on peut découvrir des choses qu'on ne voyait pas il y a peut-être 100 ans. Bah, oui, en fait, avant, il fallait défricher une zone pour pouvoir accéder au sol, bah, typiquement en Amazonie, mais maintenant, grâce, à ces systèmes et grâce aux drones, bah, il y a une utilisation positive de tout ça. C'est qu'on n'a pas besoin de creuser ou de dénaturer une zone pour pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. On voit plus ou moins ce qu'il y a en dessous. C'est assez fou, hein? Donc Ouais, 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 non, ouais, c'est ben, puis c'est énorme ce qu'ils découvrent en Amazonie, c'est énorme. C'est des sites c'est mégalithiques immenses. oui, parce qu'il y a aussi ces sites, alors voilà, mégalithiques, je sais pas, mais en tout cas, c'est ces grands dessins qui sont faits, voilà, qui sont qu'on ne peut voir que du ciel, alors Ouais. qu'évidemment les blocs on ne peut pas voler, donc on se demande bien comment ils ont pu faire pour, C'est aligner ces Nazca, c'est pas Na non, c'est comment il y a ça Nas s'appelle? ouais, il y a Nazca, mais maintenant ça s'étend, enfin en Amérique du Sud, ils sont en train de découvrir plein de nouveaux sites, justement grâce à ces systèmes de micro-ondes et d'ultrasons, pardon, hem parce on ne sait pas, alors ça fait partie de ces grands mystères, on ne sait pas quelle était l'utilité de ces sites. Mmh. Ce qui fait la particularité de tous les sites mégalithiques finalement, pour le moment, il y a très peu de sites, enfin je alors le plus connu c'est Stonehenge, Mmh. on sait toujours pas pourquoi il a été construit. Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'en effet, comme tu l'as dit, il y a des alignements avec des étoiles. Donc on voit qu'il y a des alignements avec des étoiles, avec des levées, de couchers de soleil ou de lune à des moments importants de l'année. Typiquement là, on a un site, en Suisse, qui est aligné sur, ce qu'on appelle le maxima lunaire. En fait, c'est la lune à l'horizon, le maximum en hauteur qu'elle se couche et en fait, ben, voilà, ce site, ben, on pourra en parler tout à l'heure, mais il est particulier en ce moment. Parce que le maxima lunaire, c'est tous les 18,6 ans et Mmh. tous les 18,6 ans, le site s'active. Donc là, on enregistre le podcast, peut-être vous l'écouterez plus tard. Peut-être que tu vas devoir le poster avant, mais c'est un site qui s'active mi-mars 2025. On devrait être bon, on devrait être bon, je pense. On va être juste pile Voilà, poil dans le bon timing, je pense. Ouais, ouais. voilà, Si sinon on va doit trop falloir faire des rotations, pour que les gens ouais, mais on puissent va l'entendre, s'organiser pour. On va s'organiser. sinon on va Et faire ceci des frustrés. Tu imagines la prochaine fois, c'est dans 18,6 ans, s'il ouais. te plaît Christophe. Alors pour ceux qui écoutent maintenant, c'est peut-être la veille. Heu, Ce site, il est situé où exactement? Alors c'est à Yverdon, ça s'appelle le À site de Yverdon. Clandy, c'est le plus grand site mégalithique de Suisse. C'est un énorme, cercle de pierre, enfin plutôt en forme d'ogive, un peu d'amande avec une ligne Mmh. centrale et c'est cette ligne centrale qui est alignée sur, ben, ce qu'on appelle, le maxima lunaire. Donc on voit que le site est construit sur, ce moment clé de l'année qui marque un cycle de 18,6 ans et comme les druides, mais les peuples antérieurs observaient beaucoup les cycles d'après la lune et ce cycle de 18,6 ans était très, très important pour eux. En fait, tous les 18,6 ans, on voit que la lune, typiquement, elle va se trouver au même moment par rapport, au soleil et voilà. Si par exemple à l'équinoxe, l'équinoxe de printemps et ben, on est à une lune noire ou à une pleine lune, disons à une pleine lune à l'équinoxe de printemps, il va falloir 18,6 ans pour qu'il y ait de nouveau une pleine lune à l'équinoxe de printemps. C'est étrange de penser ça comme ça, hein, mais Ouais. c'est de cette façon-là qu'ils calculaient des cycles et ce 18,6 ans était très important pour eux et ce qui est spécial, c'est que Clandy, donc ce site mégalithique à Yverdon, qui a été enfoui sous les eaux du lac pendant très longtemps, hein, il a réémergé, quand ils ont corrigé les eaux du lac, donc récemment et c'est en fait, ce site a été redécouvert. Ils ont retrouvé les fosses des pierres, donc ils ont dû remettre les pierres debout et en fait, ce site, il est désagréable presque le reste du temps. C'est assez fou. Mais là, en ce moment, j'y suis encore allée il y a 3 jours, il est incroyable. On sent qu'en fait, il est dans sa destinée, dans son énergie, dans sa fonction en ce moment. Alors que je le connais depuis, ben, 20 ans à peu près et voilà, je me souviens pas des premières années où je suis allée dessus,
mais je sais que depuis que j'y vais, dans les 10 dernières années, il est pas super agréable. Mmh. Et là, il est génial. Donc on voit que aussi ces sites, ils ont une fonction avec des rites particuliers qui sont à faire à certains moments et donc on peut pas y aller tout le temps. Par exemple, on pourrait pas dire: «Ben, peut-être à Stonehenge, on va célébrer un mariage, allez, je sais pas, le 3 avril». Ben, en fait, peut-être le site, il va même pas être méga content de ça parce qu'en fait, c'est pas sa fonction, c'est pas son alignement et voilà, ça va vibrer sur rien du tout et peut-être même ça va pas être agréable. Donc c'est un peu spécial, on les voit comme des amplificateurs, puis en même temps, comme si ça envoie un rayon quelque part. Moi, c'est un peu comme ça que je vois. Ça connecte à une dimension comme une porte, un peu le gate de comment c'est Star Trek? Non, c'est quoi? Stargate. Stargate, c'est ça? Stargate, la porte Ouais, ronde, la voilà, porte ça me des fait étoiles, penser à ouais. ça. Bah, c'est un peu ça, mais c'est dans mon ressenti intérieur. Mais, je suis désolée, mes références à ce niveau-là, elles sont je connais Star Wars, mais et c'est tout. C'est super, C'est c'est déjà bien. bien, hein, c'est déjà bien. Stargate, la porte des étoiles, je recommande, c'est super, film, mais en plus il y a eu des séries faites, je trouve très intéressantes où on pense que les Égyptiens, avaient créé des portes qui allaient sur d'autres univers ou d'autres étoiles. Bah, va Voilà. savoir, peut-être que ces sites servaient à ça. En tout cas, à l'intérieur, c'est ce qu'on ressent. C'est que là, en ce moment, quand j'y vais, donc là, quand on enregistre, ce moment, bah, c'est un décalage entre l'enregistrement et le moment où on le présente, parce qu'on doit quand même le mettre en place, hein, on va être vrai avec vous, on peut leur dire quand même ça, Christophe, ou non? Oui, oui, bah, on enregistre, après il faut monter, il faut publier, il y a un petit peu de travail à faire entre 2, ouais. Voilà, que Christophe fait bravement et vraiment merci à lui. Une grande Heu, passion. ah oui, ouais, c'est que tu aimes beaucoup faire ça, c'est vrai. Et donc du coup, moi, quand je vous en parle, là, on est au mois de février et c'est vrai que quand j'y suis allée, c'était fou. Non, franchement, je me suis Donc sentie comme aux Orcades là-bas. c'est ça. Ah donc au mois de mars, on se retrouve tous à Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez loin. Très il y a les thermes, hein, à Oui, Yverdon. ben, on Il y organise a quelque chose justement. On d'accord, on c'est va donc organiser quelque chose le 15 mars le soir parce le que la 15 mars. pleine lune, elle est le 14 et voilà, nous, on va organiser pour que ça soit proche de la pleine lune parce qu'en fait, elle est le 14, le matin et Oui, pour qu'on puisse voir la lune, on va le faire le soir. Donc voilà, le 15 mars au soir, vous pouvez un peu suivre, mes actualités et peut-être que je mettrai dans les commentaires de cette vidéo, on verra où je peux vous le mettre ou si jamais vous me demandez. Mais je vais le mettre assez sur tous mes réseaux sociaux et c'est vraiment la fête de ce site et on a envie de faire une grande célébration, voilà, entre toutes les personnes qui amènent voilà, une forme de spiritualité, une sagesse ou juste qui ont envie de célébrer un site. Ben, enfin voilà, je vois une grande célébration pour, ce cycle de 18,6 ans, puis qu'on c'est ça. remette en route un nouveau cycle sur une énergie joyeuse et festive. Je pense que c'est bien. On va se faire Oui, c'est une bonne idée, on va se faire un grand plaisir et ceux qui pourront pas venir, bah, il faudra attendre 18,5 ans donc bon, Ouais, voilà, rendez-vous dans 2000, je sais plus, j'avais calculé. il y a C'est pas de pratique quand on retrouve 2045, je l'enfant. crois, ouais, Ouais, 2047. Bref, voilà. très bien et je rebondis 2000, là-dessus, mais, bref, alors tu as j'arrête de faire parlé mes de calculs. 2043. Pardon. 2043. Hop, on le mettra Ouais. dans les commentaires. Donc tu as parlé des orcades comme étant un des sites que tu Mmh. préférais. Est-ce qu'il y a un autre site qui t'a marqué? Ou que tu as peut-être pas visité, mais que tu aimerais visiter? Hem, mmh. Oui, oui, il y a un site que j'aimerais visiter qui est, le Callanish, Cairns, enfin c'est Callanish, c'est un site dans les Hébrides, donc c'est sur l'île de Lewis en Écosse aussi, toujours et encore. J'aimerais beaucoup aller là-bas. Voilà, c'est aussi un très grand cercle de pierre qui est sur une autre île au nord de l'Écosse, mais sur la gauche. En gros, il y a l'île de Skye et puis c'est un peu en dessus. Mmh. Voilà, et j'aimerais beaucoup aller là-bas parce que je sais qu'il est relié avec, les Orcades et c'est un site qui m'intéresse beaucoup. Voilà, j'ai un peu fait pas mal de petites îles là autour pour découvrir, les sites écossais. Faut savoir que ma spécialité un peu à moi, c'est les sites suisses. J'ai écrit un livre sur le sujet. Là, il va ressortir en plus, cette année, amélioré avec 57 sites dedans.
Donc voilà, il y a tout un travail que j'ai fait autour des sites suisses, mais c'est vraiment pour moi ce qui me tient à cœur. Mais après pour enrichir mon expérience et ma compréhension des sites, suisses et au sens large, j'ai voyagé beaucoup et j'ai visité des sites, ben, au en France, beaucoup, en Bretagne. D'ailleurs, j'avais écrit le livre avec, Pascal Lamour, «Mégalithes de Bretagne». Et puis l'Écosse, j'y passe beaucoup de temps et puis, voilà, c'est aussi une région un peu coup de cœur comme ça. Mmh. Mais après quand on part en vacances, où que ce soit, je suis toujours en train de farfouiller si je trouve pas des sites, en Grèce typiquement pendant les dernières vacances, voir si on trouve pas des petites pierres à cupules ou si on va se promener dans la forêt, je suis tout le temps en train de traficoter sur les pierres aux alentours pour voir s'il y a pas des trucs spéciaux. Donc voilà, c'est un peu c'est carrément une passion pour moi, les mégalithes. Ça fait vibrer mon corps, mon âme et mon esprit. Parfait, Mmh mh. parfait. Hem, moi un des en tout cas, un des de ceux alors, en tout cas, un de ceux qui m'ont le plus marqué, c'est le cairn de Gavrinis, dans le golfe du Morbihan, Mmh. qui est absolument, extraordinaire, je trouve. Alors il a été reconstitué, donc on sait pas trop si c'est l'original ou pas l'original, mais en tout cas à l'intérieur, on a des pierres gravées, qui sont, fantastiques et puis il y a une espèce d'énergie quand même, incroyable. Donc très, très, très joli site, qui est pas très cher à visiter, donc si un jour vous allez dans le golfe du Morbihan, je vous recommande. Il y en a plein des sites, hein, dans le golfe du Morbihan, Mmh. mais en Bon, faut particulier le cairn. s'organiser. Faut s'organiser, ouais. Ouais, Le cairn parce de Gavrini, c'est vraiment un beau site. ouais, faut réserver parce qu'il faut y aller en bateau, donc si vous voulez y aller, il vous faut organiser, réserver votre sortie. Si c'est les périodes de l'année aussi un peu blindées, il Et vous faut puis réserver à l'avance. Mmh. et puis un autre site, moi, qui m'a marqué, on en a parlé ensemble d'ailleurs, c'est pas qu'il est extraordinaire, mais moi, j'ai ressenti un truc très particulier, c'était à côté de Karnak, donc le Petit Mennec, Mmh mh. qui est un site, très étrange avec des petits menhirs Mmh. et puis entouré de petits murets et voilà, c'est une drôle d'endroit, très gai, très, on a l'impression qu'on va voir des farfadets et des petits lutins sortir de partout. Là, il y a de la mousse, il y a c'est très féerique, hein, c'est très joli. Donc c'est un très joli site qui est gratuit celui-là et qui est peu connu, peu fréquenté. Mmh Il y a mh. les grands sites de Karnak, évidemment. Hem, on va peut-être en parler dans le prochain épisode, parce qu'on va parler plutôt de la relation de ce que faisaient les druides de ces sites, de fameux sites mégalithiques. Donc, en tout cas, c'est un très joli site que je recommande si vous allez dans la région de Karnak, toujours près du golfe du Morbihan, le Petit Mennec. Ouais, on a l'impression que c'est des enfants qui sont là, hein. Tu te souviens, on avait parlé de ça, on a eu cette même Ouais, impression, mes filles aussi, parce que quand on a visité la Bretagne, bah, c'était en famille, c'était pour, écrire le guide, Mégalithes de Bretagne et en fait, on a profité de faire des vacances en famille, donc pendant une année, on est chaque fois repartis en Bretagne pour continuer l'écriture du guide et en fait, ce qui est drôle, c'est que, bah, sans en avoir parlé, Julien, mon mari, mes 2 filles et moi, en fait, on a visité ce site et quand on est tous revenus, on a tous eu cette même impression, sans se consulter et en fait, toi, tu m'as exprimé la même, sensation sans qu'on se consulte à l'avance, et ouais, on a l'impression que c'est des enfants, qui sont représentés là-bas dans les pierres. Donc ça permet juste de, ben, voilà, si vous allez aussi à Clandy ou, dans d'autres lieux, vous serez peut-être surpris de cette forme un peu anthropomorphe qu'ont certaines pierres, donc en forme ouais. humaine. Et en fait, quand on observe, les peuples qui ont gardé la culture des mégalithes assez longtemps, donc plutôt en Amérique du Sud ou, par exemple sur l'île de Pâques, et ben, ce qu'ils en disent, dans la culture, pour la trace qu'ils ont gardée, c'est que ça serait, une représentation d'ancêtres et que cette, représentation d'ancêtres leur permettrait de garder un contact avec les ancêtres alors qu'ils sont plus là. Donc ça serait un peu comme une forme de tombe, mais pas comme on l'entend nous, parce qu'en fait, c'est comme si on a une statue à l'effigie de quelqu'un qui fait que si on a envie de lui parler ou pouvoir encore recevoir sa sagesse et ben, symboliquement, il faut savoir aussi que pour le druide, tout ce qui a une forme et qui ressemble est. Donc si par exemple je sculpte quelque chose en forme de soleil, il devient le soleil parce il accueille l'énergie du soleil en lui. Donc en fait, quand on sculpte ou quand on rend comme une pierre, et ben, on reçoit l'énergie de cette personne, par exemple, pour laquelle on l'a é elle l'a érigée
et donc du coup, en tout cas pour l'île de Pâques, ils parlent un petit peu de ça, pour ce qu'ils ont pu garder parce que malheureusement, alors nous, Européens, on peut ne pas être fiers, mais on a et ça c'est un grand pardon qu'on peut donner à tous les peuples, voilà, des autres pays, qu'on a envahis, c'est qu'en fait, cruellement, on a généralement, tué tous les autochtones et quand même éradiqué une bonne partie, des savoirs et maintenant on se pose les questions, mais en fait, on a tué les personnes qui avaient les réponses, bah, typiquement, les Incas et cetera. Tout le monde se pose les questions maintenant de à quoi servaient ces sites, mais en fait on a tué tous ceux, qui les utilisaient, encore récemment donc voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est un grand pardon qu'on doit donner au reste du monde, hein, mais Oui, clairement, oui. ouais, c'est terrible, hein et là, bah, typiquement pour l'île de Pâques, pareil, bah, on a amené des maladies avec nous et d'autres choses, hein. On les a pas tués de manière directe, mais quand même, on a éradiqué, avec ça, beaucoup de peuples et hem et et ouais, sincèrement, et et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ben, typiquement pour, les Moaï, donc ces statues, de l'île de Pâques, ce qu'ils voient, c'est qu'en fait, il y en a certaines qui sont tournées dans des directions, mais d'autres pas et ils disent que c'est comme s'ils regardaient la maison des personnes, avec qui ils Oui, étaient en lien, leur famille. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible et puis par rapport à Karnak, ce qu'on peut imaginer si ça représente quelqu'un, c'est qu'en fait, depuis ici, si on marche au soleil couchant, on arrive, là-bas, hein. Le plus loin, si on va en France et puis qu'on va aller le plus loin à l'ouest, où le soleil se couche, on se retrouve en Bretagne. Et donc à ce moment-là, quand on arrive en Bretagne, ben, peut-être qu'il y avait un lieu où en fait on manifestait le soleil couchant de quelqu'un en déposant l'effigie de quelqu'un, à cet endroit-là en disant: «Bah, voilà, c'est le plus loin que je peux t'accompagner, je te dépose là». Voilà, va savoir. Est-ce que ça représente quelque chose comme ça? Ça, voilà, c'est un grand point d'interrogation. En géobiologie, il y a plein d'interprétations des mégalithes aussi, hein, on va pouvoir en parler, mais en tout cas de ce qu'on en sait, ben, voilà, comme pour dire, c'était un peuple qui n'existe plus, qui avait des outils, d'après l'archéologie et les connaissances actuelles, qui n'avaient pas du tout de moyens de pouvoir lever ces pierres, qui les ont creusées avec des outils rudimentaires parce que c'était avant l'âge du fer, donc en fait, tout ce qu'ils avaient pour les creuser, c'est des pierres, soi-disant de la même, qui voilà, typiquement on frotte, on tape dessus avec une autre pierre et puis au bout d'un moment, ça donne une forme. Voilà, j'ai un peu de la peine à y croire, mais de les connaissances actuelles, c'est là où on en est. Des cordes, des trucs pour l'élever ou leur histoire de rondins de bois pour pouvoir déplacer une pierre, des orcades, donc les îles du nord du monde, hein. Moi, j'ai fait le trajet en voiture, ça a duré 1 jour et demi, hein. Non, mais plus, enfin, au niveau j'ai fait Suisse Orcade en voiture, c'était 24 heures de conduite non-stop. Donc voilà, pour vous dire, Stonehenge, enfin, il y a une pierre de Stonehenge qui vient des Orcades. C'est impensable de l'avoir amenée jusque-là et encore moins avec des rondins de bois, parce qu'il faut s'imaginer que pour pouvoir rouler des blocs pareils sur des rondins de bois, faut déjà que la terre, soit elle est gelée pour que le rondin s'enfonce pas, mais sinon je vois mal comment. Ou alors faudrait avoir des routes bétonnées, chose qu'ils n'avaient pas, et encore, faut que le béton résiste à la charge du bloc de je ne sais combien de tonnes. Donc voilà, pour moi, en fait, toutes ces théories, personnellement, hein, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on essaye d'expliquer un truc à partir de notre compréhension actuelle et nos limitations mentales, mais eux avaient des connaissances, qui nous dépassaient, et voilà. Ils faisaient ça complètement autrement, mais complètement autrement et ça, c'est cet ancien peuple qui a disparu, et qui nous a transmis ces connaissances au peuple actuel, qui pour moi sont les chasseurs-cueilleurs, sont des peuples qui ont vécu aussi, ce qu'on appelle le Trias récent, qui l'ont vécu, mais qui sont pas le même peuple et pour moi, personnellement, je pense qu'il y avait plusieurs peuples sur terre et qui n'étaient pas le même peuple et qui ont, du coup, reçu cet enseignement et ce peuple des mégalithes a disparu. Pourquoi? Voilà, mais avant ça, ils nous ont transmis des choses et les druides sont, une partie des personnes, les Égyptiens aussi et cetera,
de ceux qui ont reçu leur savoir, et qui ont réussi à l'utiliser. Mais c'est pas ceux qui ont bâti ces sites, ça aussi il faut préciser. Les druides ont utilisé ces sites, mais n'ont pas bâti ces sites. À part certaines pierres qui sont sûrement amusées à lever, mais sinon c'est pas eux qui ont bâti ces sites. Alors ça nous fait ça exactement, ça Mmh. nous fait une transition pour la semaine prochaine puisqu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mmh mh. Heu, on parce que la semaine prochaine, on va continuer la discussion autour des mégalithes, des sites mégalithiques, mais on va regarder plutôt du côté des druides, ce qu'ils en faisaient et comment ils utilisaient. Mmh. Petit complément d'info pour les auditeurs et les auditrices aussi, c'est, si ça vous intéresse alors après il faut passer les théories du complot et les choses un peu bizarres, mais il y a, Graham Hancock qui est un journaliste qui a fait heu, 2 séries sur Netflix, sur les sites mégalithiques et justement, il parle de Göbekli Tepe, je vais y arriver. Il parle des sites en Amazonie, de la technologie. Après lui, il a son interprétation où lui, il pense qu'il y avait qu'une seule civilisation. Tu viens de dire, il y en avait sûrement plusieurs. Je pense aussi qu'il y en avait plusieurs. Mais en tout cas, qu'il y avait des civilisations perdues qu'on n'a pas, dont les seuls restes qu'on a, ce sont des gros cailloux, Mmh. qu'on n'arrive pas à interpréter. Je oui, les archéologues ont de la peine à passer mais je pense qu'on y viendra, mais ils ont de la peine à passer ce cap de dire: «Mais ces gros cailloux, en effet, on n'a pas pu les transporter avec des rondins de bois». Déjà sur les pyramides d'Égypte, on est un peu quand même, c'est un peu chaud. Hem des grosses pierres de plusieurs tonnes, hein, typiquement des gros menhirs qui se sont cassés, qui ont été coupés en 2 ou en 3, qu'on retrouve sur d'autres sites des kilomètres plus bas, plus loin, sachant que c'était marécageux à l'époque. En Ah effet, on ouais. peut se demander comment ils ont été transportés, c'est très donc je recommande vraiment cette série ces reportages de Graham Hancock. Après il faut prendre, les informations et pas forcément les interprétations que lui en fait, parce que c'est pas un archéologue, lui, c'est un journaliste. Mais en tout cas, les informations sont pertinentes et moi, en tout cas, c'est très intéressant. Et puis aussi, je recommande un Anglais qui habite à Karnak qui s'appelle Howard Croast. Howard Crowest. Voilà. Alors lui, il a fait des études très très poussées sur les alignements qui partent de France, donc de Bretagne, et qui vont jusqu'au nord de l'Écosse. Et on Mmh. voit que les sites mégalithiques sont tous alignés les uns avec les autres selon certaines axes. Ça, c'est extraordinaire. C'est juste impensable aussi. Bah, Mmh. comment on peut expliquer ça? Ça, c'est impensable. Et il a Donc, fait un film. il a fait un film, il a fait un reportage, il a écrit des bouquins qui sont pas faciles à lire, mais vraiment très très passionnants. En tout cas, vous pouvez retrouver sur YouTube. Il a fait beaucoup de vidéos et d'interviews. Heu, Et le film donc s'appelle Mégalithe, sur ça Gaïa s'appelle TV. ouais, sur Gaïa TV, Mmh mh. exactement. Mégalithe, c'est un très, très beau, film. Mmh. Hem, très, très très scientifique avec beaucoup de recherches, très fouillé, beaucoup de choses mathématiques, que Voilà. moi j'adore. Voilà, ça me rappelle mes études, mais on peut être hermétique à ça, mais en tout cas, lui, il a remarqué des choses dans les rapports entre la géométrie de ces sites mégalithiques qui sont quand même très, très étonnantes, pour ne pas dire autre chose. Oui, mais après moi je garde quand même mon esprit critique par rapport à ça. C'est qu'en fait 80 du patrimoine mégalithique ayant disparu parce qu'il a été, pris pour, des personnes qui utilisaient les mégalithes pour la construction de bâtiments, les granitiers, si on peut dire ça comme ça, les Ouais. personnes qui utilisaient le granit. Et donc du coup, on peut tirer des conclusions d'axes en sachant qu'en fait, c'est comme si on essaye d'interpréter un puzzle où il manque 80 des pièces. Donc ça reste pour moi très bancal d'interpréter les sites de Karnak, ça c'est mon avis, Mmh. sur des histoires d'axes parce qu'en fait, il manque trop de pierres. Donc Mmh. les axes pour moi, c'est compliqué ça. Par contre, l'observation, je trouve ça intéressant, ouais. Mmh. Donc, on va vous laisser pour cette semaine, sur ces gros cailloux, ces grosses pierres et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour la suite de l'exploration des civilisations mégalithiques avec, en particulier ce qu'en ont fait les druides. Bah oui et Un puis grand merci surtout, bah Joël. ouais, surtout on peut vous laisser sur une petite méditation pour la semaine prochaine. C'est si ils ont pas été déplacés par voie de terre en les frottant sur des rondins de bois, comment est-ce qu'ils ont bien pu les déplacer? Voilà, ça sera le suite au prochain épisode, comme on dit. Voilà. J'avais toujours rêvé une fois de placer ça, parce que quand j'étais jeune, j'ai tellement été frustrée. Quand ils arrêtent le truc, à ce moment-là, on vous révélera le secret la semaine prochaine. À À la semaine bientôt! prochaine. À bientôt.
Il était une fois